Nous sommes le 2 juillet de l'année 1652, à Paris. Ce jour-là, la capitale est en proie à la panique. En cause, une armée en approche, prête à assiéger la ville, prête à piller ses magasins et prête à passer, dit-on, ses dirigeants au fil de l'épée. S'agit-il d'une invasion étrangère, d'un général allemand, d'un général anglais, espagnol ? Il n'en est rien. En 1652, la France est en plein dans une guerre civile et sa capitale, Paris, est assiégée par nul autre que par le roi lui-même. Et ce n'est pas tout. En plus d'une situation intérieure chaotique, le pays est en conflit avec l'Espagne et la menace pèse sur toutes les frontières du royaume. Dans ces conditions, comment le roi qu'on appelle alors Louis XIV et qui n'a que 13 ans, comment va-t-il sortir la France de ce marasme ? Va-t-il réussir à ramener l'ordre et la stabilité, ou va-t-il laisser le pays en proie au trouble et à l'anarchie ? Bataille de France, saison 3, épisode 1. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous tenterons d'expliquer pourquoi la destinée du royaume fut à jamais changée par le règne de Louis XIV, un règne aux dimensions hors normes, au point que la postérité lui donnera le nom de siècle, le siècle du roi Soleil. Nous sommes le 9 mars 1661 dans les rues de Paris. Dans les cafés comme dans les tavernes de la ville, on ne parle plus que d'un seul sujet, que d'un seul homme. Un homme que l'on connaît bien et qui vient de rendre son dernier souffle. Cet homme-là était cardinal, il était d'origine italienne et son nom, Mazarin, résonne encore dans les mémoires. C'est en effet lui qui, pendant de longues années, a gouverné la France alors que le roi n'était encore qu'un enfant. Un temps que les habitants de Paris se souviendront comme un temps troublé, parsemé de guerres, de levées d'impôts et de révoltes contre la couronne. Mazarin a dû faire face en effet à l'une des plus graves crises de la royauté française, la Fronde, qui a vu une partie de la bourgeoisie et de la noblesse française se rebeller contre la couronne. S'il est sorti vainqueur de cet affrontement, le cardinal italien a tout de même transmis un message au jeune Louis XIV, l'enfant roi. Rien ni personne dans ce pays ne serait digne de confiance. Parmi tous ces gens qui se prétendent des amis de la couronne, beaucoup seraient des traîtres, une leçon que le jeune souverain n'a pas oubliée en ce 9 mars 1661, lorsque Mazarin rend son dernier souffle. Du haut de ses 23 ans, il déclare tout bonnement et tout simplement qu'il devra gouverner seul, sans ministre, sans parlementaire. Et cela semble d'autant plus nécessaire que la tâche qui incombe au roi est absolument immense. Le pays est en effet dans un état quasi catastrophique. Les guerres incessantes avec l'Espagne, conjuguées à la guerre civile, ont appauvri les campagnes et les villes. Ces déséquilibres ont ruiné la France qui, par ricochet, n'a pu développer ni ses industries, ni son commerce. Résultat, le royaume est dépassé, et de loin, par ces nations marchandes que sont l'Angleterre, l'Italie et la Hollande. Le chantier de la reconquête est donc titanesque, et le roi n'a confiance en personne. Louis XIV annonce donc qu'à partir de ce jour, il n'y a plus qu'un seul chef dans le royaume. Ce chef, lui-même, gouvernera dans le plus grand secret. Son pouvoir est désormais sans limite, sans barrière, sans dépendance. Il est absolu. En 1661, la France entre dans l'ère de l'absolutisme. Le roi lance alors un immense chantier de reconstruction politique, économique, militaire, culturelle et sociale, chantier que nous pouvons, afin de rester synthétique, représenter dans un tableau qui comprendra 2 colonnes. Dans la première colonne, nous pouvons y classer tout ce qui touche à la politique intérieure. Comment le roi compte-t-il mettre en place son gouvernement ? Par quels moyens et selon quels principes ? Il s'agira notamment ici de comprendre les réformes de l'économie et de l'industrie. Dans la deuxième colonne, nous pourrons analyser la politique extérieure du royaume. Quels vont être les ressorts de la puissance militaire de la France, sur la mer comme sur la terre ? Enfin, nous verrons comment le roi compte mobiliser les arts et les lettres pour vanter la réussite de ses projets. Après tout, tous ces efforts qu'il entreprend, en politique intérieure comme étrangère, tout cela ne doit-il pas être dit, être écrit, être clamé, être chanté dans tout le royaume ? Les meilleurs artistes du pays seront mobilisés, Molière, Racine, Le Nôtre, tous ces architectes, ces dramaturges, ces peintres, tous autant qu'ils sont, ils devront tous convaincre par leurs œuvres et leur génie que le roi est le plus grand de tous les rois et que cela, nul n'est en droit de le contester. Pour remettre rapidement sur pied le royaume, Louis XIV va s'appuyer sur un cercle restreint de conseillers. On appelle alors ce mécanisme le gouvernement par conseil. Les décisions sont prises à l'abri des regards, à l'abri des influences, dans l'entre-soi, et c'est le roi qui tranche les opinions. C'est en ceci que le pouvoir est absolu, car personne ne peut contrôler ce qui se dit et ce qui se décide. Une fois les discussions terminées, on transmet la volonté royale à une armée d'intendants, des sortes de préfets avant l'heure, qui font appliquer les nouvelles règles dans les villes et les paroisses de France.
Et parmi toutes ces nouvelles directives, il en est certaines qui sont plus importantes que d'autres. En effet, Louis XIV donne une absolue priorité à la reconquête économique, en s'appuyant sur la doctrine de Colbert. Et voici son constat. Puisque le royaume a traversé une grave période de troubles, ses artisans et ses usines n'ont pas pu se développer et sont désormais désavantagés par rapport aux marchands italiens, hollandais et anglais. Résultat, tous ces tanneurs qui travaillent d'arrache-pied, du matin au soir, pour étirer leur peau, ils doivent réduire leurs prix, baisser les salaires, arrêter la production. Même chose pour ces tonneliers, qui n'ont plus de clients puisque ceux-ci se fournissent auprès des Néerlandais et des Vénitiens. C'en est trop pour Colbert, qui insuffle une véritable politique publique destinée à redorer le blason de l'industrie française. Pour cela, il fait construire de toutes pièces, ex nihilo, à partir de rien, de gigantesques usines. Il les appelle alors les manufactures royales. On embauche des contremaîtres, qui à leur tour embauchent des ouvriers, des transporteurs, des administrateurs. Et voilà que partout, dans toutes les villes, on se met à couper du bois, à polir du verre, à construire des routes, à percer des canaux, à édifier des monuments. Tous ces travaux mettent l'économie de la France en mouvement. Grâce à la commande publique et au protectionnisme économique, les constructeurs s'enrichissent, le commerce intérieur se développe et le chômage baisse. Mais tout cela a bien sûr un prix, la dette publique, qui ne va faire qu'augmenter année après année. Cependant, en ce début de règne, on n'y prête point attention. En effet, à l'époque, la prospérité d'une nation est pensée selon un principe très simple, voire simpliste. Plus un État accumule de l'or, plus il est riche. Aussi, si la création d'industries nationales coûte un certain prix, on pense que le bénéfice en retour est encore plus grand. Pourquoi ? Parce que l'or des Français, au lieu d'aller à l'étranger, resterait en circulation dans le royaume. Ce système, qu'on appelle mercantiliste, doit permettre à terme d'augmenter la quantité d'or et d'argent détenue par l'État. Mais l'investissement dans l'économie ne peut être efficace que s'il est alimenté par une politique extérieure au service des visées mercantilistes de la nation. Et c'est notamment le cas pour la marine, car une marine forte, c'est l'assurance de pouvoir contrôler les Amériques, riches en minerais, en or, en argent, en cuivre, en bronze, et puis en sources de revenus rapides, comme le tabac, le sucre ou les tomates. Ainsi, le mercantilisme sous Louis XIV pourrait être grossièrement représenté de la façon suivante. Une politique extérieure qui cherche à maximiser la quantité d'or disponible dans les caisses de l'État, afin que ce même État investisse massivement dans l'industrie nationale. En bout de chaîne, les acheteurs seraient forcés ou incités à se fournir auprès des fabricants français. Le tout serait enfin complété par une politique protectionniste qui fermerait les frontières économiques de la France. Ainsi, l'or resterait en circulation dans le pays. Cependant, pour réaliser cette belle ambition, il faut, nous l'avons dit, une flotte digne de ce nom, soit pour sécuriser les convois marchands qui vont et viennent depuis le Nouveau Monde, soit pour assurer le succès de la colonisation de nouvelles terres, comme la Louisiane. À ce sujet, en revanche, la France est en mauvaise posture. En 1661, elle ne dispose en effet que de 10 vaisseaux de ligne, contre 150 pour les Anglais et 80 pour les Hollandais. Mais Colbert là encore fait des merveilles. À Brest, à Saint-Malo, à La Rochelle, à Sète, à Toulon, on construit des frégates, on forge des canons, on bâtit des 3 mâts. En 20 ans d'efforts et de volontarisme sans précédent, la France va ainsi se doter d'une flotte de guerre forte d'une centaine de navires. Toutes ces entreprises sont de véritables réussites pour Louis XVI, et tout semble lui sourire en ce début de règne. Même l'opinion publique semble soutenir ce roi qui, à défaut de partager son pouvoir, a su ramener la stabilité, l'ordre et le progrès dans le royaume. Le jeune Louis se sent donc d'aller plus loin, de prendre davantage de risques, et de prouver qu'il est non seulement un bon administrateur, mais aussi un bon général de guerre. Ainsi, 6 ans après la mort de Mazarin, alors que le royaume semble avoir retrouvé de sa grandeur, Louis XIV décide de mettre au défi la première puissance européenne et mondiale de son temps, l'Empire espagnol. En 1667, le roi n'a pas oublié la situation délicate dans laquelle se trouve son royaume par rapport à son voisin espagnol. Madrid administre des territoires un peu partout en Europe, et le plus gênant, c'est qu'elle encercle littéralement la France avec ses possessions dans le Milanais, en Franche-Comté et dans les Pays-Bas. L'Empire espagnol ne s'arrête pas là, bien évidemment. Il possède la moitié des Amériques et contrôle avec les Anglais et les Hollandais le commerce de sucre, de tabac et autres denrées que les bourgeois s'arrachent à prix d'or. Mais la France peut-elle battre un pays aussi puissant ? En réalité, Madrid est depuis quelques décennies sur la voie du déclin. Elle s'est littéralement ruinée dans une guerre de 30 ans contre l'Europe, puis elle s'est empêtrée dans une guerre contre les Portugais, qui exigent leur indépendance. En définitive, l'Espagne apparaît comme un tigre de papier, une proie impressionnante, mais facile à prendre. Ainsi, en mai 1667, Louis XIV lève une armée forte de 50 000 hommes, qu'il fait marcher droit sur les Flandres. Madrid tente de réagir, mais comme nous l'avons dit, ses troupes sont occupées au Portugal. Les Français en profitent et occupent rapidement les Pays-Bas espagnols, sans qu'on leur oppose de véritable résistance. Et voilà qu'en moins d'1 an, le roi obtient les territoires suivants:
le comté de Dunkerque et celui de Lille. Un bien maigre butin, mais qui a néanmoins de conséquences importantes. En effet, en triomphant de son adversaire, Louis XIV sent que le royaume est fort et qu'il a les moyens de s'attaquer à un plus grand défi. Or, en 1668, au lendemain de la paix franco-espagnole, il est une nation qui dérange le roi plus que tout autre. Une nation qui, depuis trop longtemps, se permet d'attaquer les convois français au large des côtes de l'Amérique ou des Indes. Une nation qui empêche la flotte française de prendre son envol. Et puis, cette nation-là, Louis XIV serait bien aise de lui faire la guerre, car en la possédant, il se débarrasserait d'un concurrent économique. Ainsi, le 5 mai 1672, depuis son palais royal à Paris, le roi de France déclare la guerre à la Hollande et fait marcher son armée tout droit vers le nord. En 1672, la France se lance dans une intense campagne diplomatique avec pour objectif de trouver des alliés dans le conflit qui s'annonce. Louis XIV sait pertinemment qu'il n'est pas le seul à vouloir mettre à genoux la République néerlandaise. L'Angleterre voudrait bien s'en débarrasser pour régner sans concurrence sur les mers. Il sait aussi que les États allemands, comme celui de Cologne, voudraient bien forcer la Hollande à baisser ses tarifs douaniers. Voilà deux alliés de choix qui acceptent immédiatement d'aider le roi de France dans sa politique extérieure. Le roi confie alors aux généraux Turenne et Condé le soin de planifier une stratégie. Les deux hommes disposent avant tout d'un avantage conséquent. Ils ont pour eux la force du nombre, environ 100 000 hommes pour l'armée de Louis, contre à peine 50 000 pour les Hollandais. Il suffit donc d'aller vite, de frapper fort, et la guerre sera terminée avant l'automne. Et c'est exactement ce que Louis XIV a à l'esprit. Dès le mois de mai 1672, il déclenche l'offensive générale sur toutes les frontières des Provinces-Unies, tandis qu'une flotte franco-anglaise de 90 navires doit bloquer les ports du pays pour affamer ses habitants. Du côté maritime, cependant, la guerre commence plutôt mal. Les Hollandais disposent de marins redoutables. Ils affrontent en infériorité numérique les Franco-Anglais au large du Kent et remportent une éclatante victoire. Il ne reste donc plus que l'attaque sur la terre. Et cette fois-ci, Condé et Turenne sont plus fortunés. Ils privilégient une guerre de mouvement, rapide, foudroyante, pour pénétrer en territoire ennemi le plus rapidement possible. Les Hollandais, surpris, sont désorganisés et ne peuvent pas coordonner la défense de leur ville. À Groenlo comme à Groningen, l'artillerie française pilonne les murs des forts, des forteresses et des retranchements des défenseurs. L'invasion est un véritable succès et l'armée française, réformée, moderne, est terriblement efficace. Que reste-t-il alors aux Néerlandais? Vont-ils se rendre? Vont-ils déposer leurs armes devant le rouleau compresseur ennemi? Cela, Turenne et Condé en sont persuadés. Mais soudainement, alors que tout semblait gagné, la population hollandaise s'éprend d'un véritable élan patriotique et se révolte. Dans les rues d'Utrecht, d'Amsterdam ou de La Haye, on manifeste, on forme des milices, on inonde les cultures, on fait creuser des tranchées, on incendie les maisons. Le message est clair, plutôt détruire le pays que de se rendre à Louis XIV. Les généraux français sont surpris et l'invasion est stoppée net. Pire, voilà qu'un nouveau chef de gouvernement, Guillaume d'Orange, prend le pouvoir à Amsterdam. En habile diplomate, il convainc l'empereur Léopold Ier que les volontés de Louis XIV menacent l'équilibre des forces sur le continent, et d'un coup, le Saint-Empire romain germanique lève ses armées contre la France. Guillaume V promet également une aide financière à l'Espagne si elle mobilise ses forces contre les Français. Quant aux alliés de Louis XIV, ils se débandent carrément. L'Angleterre, défaite sur les mers par 3 fois, se retire du conflit. Ainsi, voilà qu'en 1674, la situation s'est complètement retournée contre les armées du roi de France. Le retournement de la situation géostratégique du conflit a surpris tout le monde. Au final, la guerre de Hollande, que Louis XIV voulait courte et expéditive, se transforme en un véritable conflit de dimension européenne. Le roi de France sait désormais que rien ne lui sera acquis facilement. Mais va-t-il s'arrêter en si bon chemin? Car si les nouvelles du front sont inquiétantes, la situation intérieure, elle, n'a jamais été aussi brillante. Les réformes lancées par Colbert vont bon train, les usines produisent à foison, les paysans ne connaissent plus la faim, le peuple se réjouit du retour de l'ordre et de la stabilité des prix. Tout semble si bien fonctionner dans le pays, tellement bien que personne n'oserait douter du talent de Louis XIV. Mais ce dernier fait désormais face à une puissante coalition. L'armée française sera-t-elle assez dimensionnée pour faire face à cette invasion? La flotte sera-t-elle assez forte pour éviter un pillage de ses côtes par la redoutable marine hollandaise? Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la tournure que va prendre ce conflit. Pour cela, nous étudierons les stratégies d'un des plus brillants militaires du siècle, Vauban, dont les tactiques vont dégoûter les défenseurs des forteresses les plus solides. Nous verrons également comment la marine, flambant neuve et encore inexpérimentée, va tenter de rivaliser avec la meilleure flotte de l'époque, celle des Hollandais et de l'amiral Ruyter. Bref, Bataille de France, saison 3, Louis XIV, la guerre de Hollande et l'apogée du roi Soleil. Si vous avez apprécié cette nouvelle vidéo,
N'oubliez pas de nous le notifier en commentaire, de cliquer sur j'aime en bas de votre écran, et rendez-vous au prochain épisode.